Peut-être on peut parler sur le sujet là sur lequel on a prévu ton intervention, qui est les gens qui menacent de tentatives de suicide, les gens qui sont passés à l'action mais qui n'ont pas été au bout, les gens qui ont été concernés parce qu'ils ont un proche qui a été touché. Euh, Tu souhaitais, je crois, parler de la façon de les prendre en charge et puis aussi des signaux faibles. D'un protocole, d'une façon d'intervenir te concernant. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, tout à fait. Une des choses que j'avais réfléchi, hein, évidemment, à ce dont on allait parler, et je me suis dit que c'était peut-être important de pouvoir donner un peu un contexte à comment, en tant qu'experte en stratégie relationnelle et l'impact qui a la communication sur les interactions, qu'est-ce que je pouvais amener comme compréhension en fait par rapport au sujet. Et je me suis dit d'abord que pour moi il y avait effectivement une grande différence entre quelqu'un qui est en train de faire des tentatives de suicide et de manière assez caractérisée, parce qu'effectivement on peut faire un vrai suicide raté et alors on peut dire que quelqu'un a fait une tentative de suicide, mais de manière caractéristique, une tentative de suicide est plutôt une manière pour la personne de tenter d'avoir un impact sur les autres ou sur l'autre. C'est-à-dire qu'elle a essayé de dire des choses, peut-être maladroitement, peut-être elle n'était même pas capable de les dire, mais elle voulait avoir un impact sur les autres, elle ne supportait plus, elle voulait avoir un certain contrôle sur ce qui se passe pour elle ou dans la relation, par exemple, avec l'équipe, avec les managers, et la seule possibilité qu'elle entrevoit à un moment donné, c'est de faire une tentative de suicide. Parce que là, effectivement, on s'arrête et on se dit qu'est-ce qui se passe. Là, on écoute. C'est rare qu'on n'écoute pas et qu'on passe son chemin. Donc c'est un peu comme quelqu'un qui va faire une grève de la faim et qu'il ne faut pas confondre avec une anorexie, quelqu'un qui n'arrive plus à manger et qui est incapable et qui pourrait aller même jusqu'à la mort, mais c'est un symptôme. Moi, je les relis plus comme un appel en disant il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est plus possible, je ne peux plus continuer. Mhm. Alors évidemment, en même temps, il s'agit de quelque chose qui est imposé aux autres. C'est-à-dire, ce n'est pas une discussion, ce n'est pas une négociation, c'est quelque chose qui est imposé aux autres et dans lesquels on est obligé de tenir compte. Mhm. Je me dis que là, les signaux faibles peuvent être les contextes où on voit qu'il y a une personne soit qui va pas bien et que de plus en plus elle se renferme, mais on sent bien qu'elle n'est pas d'accord sur la décision, on sent bien et on sent qu'il y a un changement important dans la manière d'être. Ou l'autre, ça peut être justement des personnes qui commencent continuellement à dire on ne nous écoute plus, on n'a pas les droits à, ils sont fous, ils nous imposent des choses, ils comprennent rien à ce qu'on fait, etc. Et que la personne devient de plus en plus obnubilée et psychorigide par rapport à ce qu'elle raconte. Mhm. Donc ça peut être déjà des signaux plus ou moins faibles, plus ou moins forts, qui nous montrent que la personne devient hermétique et qu'elle, elle nous vit comme étant hermétique. Aussi, effectivement, ce qui peut amener aussi une personne à ce moment-là à faire cet appel, c'est le fait qu'elle puisse se sentir coincée. Parce qu'on peut décider à un moment donné dans un poste ou dans un travail qu'on n'est plus entendu, qu'on n'arrive plus à donner de soi, qu'on n'arrive plus à faire bien son travail et décider de demander une mobilité ou de partir. Mais les personnes dans cette situation-ci, soit de manière égaux, ils se sentent qu'elles peuvent pas lâcher, elles veulent absolument réussir là, peu importe les conditions, peu importe le contexte, ou alors elles ont peur, ou elles ont des difficultés financières, elles sont trop terrifiées que pour pouvoir demander un mouvement. Et donc elles vont essayer à un moment donné de dire ça suffit, je n'en peux plus. Donc ça c'est intéressant de se dire que si une personne est en train de nous faire entendre que pour elle ce n'est plus possible de continuer, qu'on puisse prendre un moment, dire ok, peut-être on n'a pas entendu, ce n'est pas pour ça qu'on va nécessairement pouvoir changer, on va pas pouvoir changer toute l'entreprise pour t'entendre, mais en tout cas dis-nous ce qui est en train de se passer pour toi, en quoi c'est difficile, qu'est-ce qui se passe au quotidien, etc. Donc revenir à pouvoir permettre à cette personne d'avoir la parole, tout en évidemment ne promettant pas qu'on peut changer quoi que ce soit, parce qu'on ne le Mhm. sait pas à ce moment-là. D'autre part, la personne, effectivement, on peut aussi entrer dans une autre situation qui peut être plus ou moins semblable à ce dont on était en train de parler,
d'une tentative à se faire entendre, mais ici, il peut y avoir aussi quelque chose de teinté, des colères dans lesquelles la personne, elle va se faire du tort pour nous faire sentir coupables parce qu'elle est furieuse. Et elle dit, bon, comme je n'arrive pas à t'atteindre, ça tout en fou que je sois furieuse, tout en fou que ça me pose problème, bah, je vais faire quelque chose dans lequel tu vas pouvoir être des marques parce que je vais tellement te culpabiliser, parce que je vais te donner vraiment l'impression que tu aurais pu tuer un être humain en ayant l'attitude ou les comportements que tu as. Et donc à ce moment-là, elle va essayer de manipuler la situation pour que les gens se sentent coupables. Là, évidemment, on peut dire que l'important, c'est de pouvoir être dans une entente en disant, écoute, j'entends que tu veux être furieux, pas être hermétique, pas être fermé, mais en même temps, en ne donnant pas l'impression que si la personne passe à l'acte, là, ça s'est terminé. Du genre de, écoute, jusqu'ici, tu n'as pas eu véritablement beaucoup de problèmes, tu as été furieux parce que tu as reçu un blâme, tu as reçu une sanction au travail, mais il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas de problème, donc on peut continuer tu peux continuer à fonctionner comme avant. Et qu'on sent que véritablement pour la personne, ça ne passe pas. Donc, quelque part, elle va se dire, je vais faire quelque chose de grave pour qu'on se rende compte à quel point ça m'a touché, ou je suis en colère, je vais te manipuler. Il y a un autre point, donc, on pourrait passer pour pouvoir faire des contrastes par rapport à ce qui pourrait être les suicides. Le suicide étant un véritable point de non-retour, une perte de confiance absolue dans mes capacités et dans les capacités que toi tu pourrais avoir, que les autres personnes de l'équipe pourraient avoir, pour que ça puisse aller mieux un jour pour moi. Donc à un moment donné, je renonce, je n'y crois plus, et je pense que la mort est la seule issue à la désillusion tellement grande que j'ai de ce que j'ai pas réussi à faire, de ce que vous n'avez pas réussi à faire pour moi dans l'entreprise. Là, il y a véritablement un renoncement, une incapacité totale à se projeter, et la personne ne va pas pouvoir imaginer qu'un jour elle se sentira bien à nouveau, quoi qu'il arrive. Là, les menaces sont plus rares, mais il faut faire attention parce qu'elles ne sont pas nécessairement inexistantes. Souvent, on dit, si une personne menace de se suicider, elle ne va pas le faire. Ce n'est pas le cas. Parfois, les gens peuvent menacer en disant, je suis en train d'arriver à un point de désillusionnement complet, de non-retour, et on peut ne pas les entendre. Mais très souvent, effectivement, la personne a essayé de faire des choses et à un moment donné, elle n'y croit plus. Elle arrête. Donc, quand on menace, je dirais qu'on est encore dans une sorte de croyance que la personne pourrait nous entendre et elle pourrait y faire quelque chose. Quand on menace plus, c'est qu'on est convaincu qu'il n'y a plus rien à faire. Donc, il y a un aspect dans lequel, dans la menace, dans la tentative de suicide, on essaye encore de contrôler la situation ou contrôler l'autre. Et quand on se suicide, on a passé à autre chose. Alors, c'est important aussi de savoir, parce que parfois, en tant qu'RH, parfois en tant que manager, on le sait malgré tout qu'une personne a commencé à prendre des antidépresseurs. Parfois, les gens le disent entre eux, j'étais pas bien, le médecin m'a donné des antidépresseurs. Et ceci est important de le savoir, parce que parfois, surtout les premiers moments, ceci peut être une phase beaucoup plus dangereuse, en fait, pour passage à l'acte. Parce que quelque part, les antidépresseurs vont servir un peu comme une mise en distance, essayer de faire que la personne ait des émotions un peu plus émoussées. Et donc, à ce moment-là aussi, les liens qu'elle peut avoir, le peu de liens qui lui restent pour s'accrocher à quelque chose, même s'il n'y croit plus, même si elle n'y croit plus du tout que sa souffrance va s'arrêter, elle peut encore se dire, mes enfants, mes collègues, d'autres personnes, mes amis pourraient souffrir encore. Et donc, ça peut garder une possibilité, le temps, en tout cas, qu'on puisse prendre contact avec elle. Parfois, l'effet des antidépresseurs vont émousser aussi les liens, les sentiments des liens qu'on a avec les autres, et alors il peut y avoir des passages à l'acte. La personne a plus d'énergie, moins de liens, émotions émoussées, et donc ça peut être dangereux. Alors, il y a une chose qui me semble vraiment très importante dans les faits de la conception qu'on peut avoir sur les suicides ou les tentatives de suicide. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler du contexte et de l'interaction. C'est parce que quand on est convaincu que les suicides ou le désespoir ou la tristesse, le burn-out, la dépression ne viennent que de l'intérieur, ne viennent que de l'individu, on va avoir des tentatives
des contacts, des tentatives, des solutions de la situation qui vont être différentes que si on est convaincu que l'interaction peut avoir un impact positif. Et donc, le fait de dire, bah, la personne, elle est trop loin, elle est dépressive, on ne peut rien y faire, il y a que les médecins du travail, il y a que les psychiatres qui peuvent faire quelque chose, et lâcher, ça peut être quelque chose qui conduit à une douleur morale beaucoup plus grande pour la personne, il y a une solitude. Et je pense que c'est le mot solitude qui me semble vraiment essentiel dans le fait de caractériser une bonne partie des tentatives de suicide et certainement le suicide. Et donc, le fait de se dire qu'on peut toujours avoir un impact, certes, parfois négatif, mais aussi on peut avoir un impact positif dans ce qu'on crée comme lien avec la personne, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait. Le fait de maintenir la porte ouverte au niveau des négociations, le fait de maintenir la porte ouverte à la compréhension de ce que la personne vit, ça peut vraiment donner des options autres que simplement se dire que le problème se retrouve de manière dans l'histoire de la personne uniquement, dans l'image qu'elle a d'elle-même, dans le fait qu'elle a un problème avec la sérotonine et c'est ça qui fait qu'elle est déprimée ou pas. Donc, parce que du coup, on se retrouve aussi complètement isolé et incapable de pouvoir agir. Et souvent, on a l'impression qu'une situation dans laquelle une personne est en train de donner des signaux plus faibles, mais plutôt forts, ou de plus en plus forts concernant son désarroi, qu'elle peut être déjà dans la manipulation, elle est dans la furieuse, et on sent bien qu'elle vraiment se sent coupable de tout ce qu'elle vit, elle pleure beaucoup, elle se montre étant très mal, etc. Qui est dans ces situations-là, on peut avoir l'impression que c'est non seulement intimidant, bien sûr que c'est l'est, mais très compliqué, très long. Et je pense qu'au contraire, il y a véritablement moyen de se poser avec quelqu'un qui travaille en stratégie relationnelle, qui travaille avec le modèle de Palo Alto, s'asseoir vraiment 1 heure, simplement, et pouvoir vraiment détecter tout ce qui était fait. De quelle manière, sans le vouloir, on est en train de fermer et coincer la situation à la place d'ouvrir des possibles, et que véritablement, il peut y avoir quelques phrases, un changement de posture qui peut être compris et auquel les voire les RH, voire les managers ou les trois peuvent adhérer et qui puisse véritablement changer la situation très rapidement. Et donc, je pense que une des choses qui, parfois, je vois avec grande désolation, c'est qu'on n'a pas appelé quelqu'un qui peut être un spécialiste en stratégie relationnelle en se disant, oulala, il faudra un coaching de 6 mois pour la personne, il faudra aider les managers avec des dizaines et des dizaines de séances, on n'a pas les moyens, c'est pas notre rôle, etc. Quand véritablement, je des détresses face à ce type de problème pour l'entreprise, parce qu'elle est face à des responsabilités majeures, en fait, dans des situations comme celle-ci. Elle peut être aussi taxée ou d'avoir laissé aller les choses, ou taxée d'être harcelante, etc. Face à ça, il y a véritablement moyen de trouver un changement majeur en très très peu de temps.